Good afternoon, everyone. It's week 27 of our book club on the Book Thief. And this week we're going to read 4 chapters because a few of them are really short. The Ageless Brother, The Accident, The Bitter Taste of Questions, One Toolbox, One Bleeder, and One Bear. So as I said, some of these chapters are quite short. We'll have questions for you, the usual, and I'll get us started. Bonjour, c'est notre 27e semaine du club de lecture pour la voleuse de livres et aujourd'hui on va lire 4 chapitres parce que 3 sont plutôt courts. Ce sont Le frère qui ne vieillit pas, L'accident, Le goût amer des questions et Une boîte à outils, Un homme qui saigne, un ours. Et Julie va commencer. The Ageless Brother. Liesl Meminger was a few weeks short of 14. Her papa was still away. She'd completed 3 more reading sessions with a devastated woman. On many nights, she'd watched Rosa sit with the accordion and pray with her chin on top of the bellows. Now, she thought, it's time. Usually, it was stealing that cheered her up, but on this day, it was giving something back. She reached under her bed and removed the plate. As quickly as she could, she cleaned it in the kitchen and made her way out. It felt nice to be walking up through Malking. The air was sharp and flat, like the watching of a sadistic teacher or nun. Her shoes were the only sound on Munich Street. As she crossed the river, a rumor of sunshine stood behind the clouds. At 8 Grand Strasse, she walked up the steps, left the plate by the front door, and knocked. And by the time the door was open, the girl was around the corner. Liesl did not look back, but she knew that if she did, she'd have found her brother at the bottom of the steps again, his knee completely healed. She could even hear his voice. That's better, Liesl. It was with great sadness that she realized that her brother would be sick forever. But when she held that thought, she also made an effort to smile. She remained at the Emperor River at the bridge where Papa used to stand and lean. She smiled, and when it all came out, she walked home, and her brother never climbed into her sleep again. In many ways, she would miss him, but she could never miss his deadly eyes on the floor of the train or the sound of a cup that killed. The book thief lay in bed that night, and the boy only came before she closed her eyes. He was one member of her cast, for Liesl was always visited in that room. Her papa stood and called her half a woman. Max was writing the word shaker in the corner. Rudy was naked by the door. Occasionally, her mother stood on a bedside train platform. And far away in the room that stretched like a bridge to a nameless town, her brother, Werner, played in the cemetery snow. From down the hall, like a metronome from the vision, Rosa snored, and Liesl lay awake, surrounded, but also remembering a quote from her most recent book. The Last Human Stranger, page 38. There were people everywhere on the city street, but the stranger could not have been more alone if it were empty. When morning came, the visions were gone, and she could hear the quiet recital of words in the living room. Rosa was sitting with the accordion, praying. Make them come back alive, she repeated. Please, Lord, please, all of them. Even the wrinkles around her eyes were joining hands. The accordion must have ached her, but she remained. Rosa would never tell Hans about this moment, but Liesl believes that it must have been those prayers that helped Papa survive the LSE's accident in Essen. If they didn't help, they certainly can't have hurt. And my question for this chapter is, why do you think Liesl remembers this quote from her latest book? There were people everywhere on the city street, but the stranger could not have been more alone if it were empty, when she thinks about all these people. L'accident. Le temps était particulièrement clair cet après-midi-là lorsque les hommes grimpaient dans le camion. Hans Huberman s'assit à sa place habituelle et Reinhold Zucker se pencha au-dessus de lui. Dégage, dit-il. Bitte? Pardon? Zucker devait baisser la tête car le toit du véhicule était bas. J'ai dit dégage, Arschloch. La jungle huileuse de sa frange tombait en paquet sur son front. Toi et moi, on échange nos sièges. Hans avait du mal à comprendre.
Le siège du fond n'était certainement pas le plus confortable entre le froid et les courants d'air. Pourquoi donc? Qu'est-ce que ça peut te faire? L'impatience gagnait Zucker. Si je te dis que je veux être le premier à descendre pour aller au chiottes, ça te va? Les autres membres de l'unité suivaient cette bagarre ridicule entre deux personnes censées se comporter comme des adultes. Hans ne voulait pas être le perdant, mais il ne voulait pas non plus avoir l'air mesquin. En outre, il venait d'accomplir des tâches épuisantes et il n'avait plus assez d'énergie pour se disputer. Il se leva et le dos courbé gagna un siège libre au milieu du camion. « Pourquoi as-tu cédé à ce Scheisskopf » demanda son voisin. Hans craqua une allumette et lui proposa une bouffée de sa cigarette. « Là-bas au fond, ça fait un courant d'air dans mes oreilles. » Le camion vert de gris roulait vers le camp, distant d'une quinzaine de kilomètres. Grunenweg racontait une blague sur une serveuse française lorsque le pneu avant-gauche éclata. Le conducteur perdit le contrôle de son véhicule qui fit plusieurs tonneaux. Les hommes jurèrent tandis qu'ils culbutaient en même temps que l'air, la lumière, le tabac et les détritus. Le ciel bleu devint le plancher et chacun tenta désespérément de se retenir à quelque chose. Quand le camion s'immobilisa, ils étaient tous agglutinés contre le paroi de droite, le nez sur l'uniforme crasseux du voisin. Ils se demandèrent mutuellement si ça allait, jusqu'à ce que l'un des hommes, Eddie Alma, se mette à hurler. « Dégagez-moi de ce petit fumier !» Il répéta trois fois la phrase, très vite. Reinhold Zucker le regardait, les yeux ouverts et fixes. Bilan de l'accident d'Essen. 6 brûlures de cigarettes, 2 mains fracturées, plusieurs doigts cassés, une fracture à la jambe pour Hans Huberman, une nuque brisée pour Reinhold Zucker, cassé net au niveau des lobes des oreilles. Ils s'aidèrent mutuellement à sortir du camion. Seul le cadavre demeura à l'intérieur. Le conducteur, Helmut Broman, était assis par terre et se grattait la tête. « Le pneu a éclaté, expliqua-t-il, comme ça d'un seul coup. » Certains d'entre eux allèrent s'asseoir à ses côtés et lui assurèrent qu'il n'y était pour rien. D'autres allumèrent une cigarette et en demandant à la ronde si leur blessure était suffisamment grave pour qu'ils soient libérés du service. Un petit groupe se rassembla à l'arrière du camion et contempla le corps. Un peu plus loin, près d'un arbre, Hans Huberman sentait une mince bande de douleur intense en train de s'ouvrir dans sa jambe. « Ça aurait dû être moi, dit-il. »« Quoi ?» lança le sergent depuis le camion. « Il était assis à ma place. » Helmut Broman retrouva ses esprits et se glissa de nouveau dans la cabine. De biais, il tenta de faire redémarrer le moteur, mais en vain. On envoya chercher un autre camion ainsi qu'une ambulance. L'ambulance ne vint jamais. « Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» lança Boris Skipper à la cantonade. Il le savait. Lorsqu'ils furent de nouveau en route vers le camp, chacun tenta de ne pas regarder le visage de Reinhold Zucker qui grimaçait, la bouche ouverte. « Je vous avais bien dit qu'on n'aurait pas dû le mettre sur le dos, » dit quelqu'un. De temps en temps, l'un d'eux oubliait la présence du corps et posait carrément ses pieds dessus. À l'arrivée, quand il fallut le sortir du camion, les volontaires n'étaient pas nombreux. Cette tâche achevée, Hans Huberman fit quelques petits pas, mais il ne tarda pas à s'effondrer sous la douleur. Quand le médecin l'examina 1 heure plus tard, il apprit qu'il s'agissait bel et bien d'une fracture. Le sergent, qui se tenait près de lui, arborait un petit sourire. « Eh bien, Huberman, on peut dire que tu l'as échappé belle, hein ?» Une cigarette au bec, il hocha sa tête ronde et annonça à Hans ce qu'il attendait. « Tu vas être mis au repos. On va me demander ce qu'il faut faire de toi. Je dirai que tu as fait un boulot formidable. » Il souffla la fumée. « Et je pense leur expliquer que tu n'es plus bon pour le service dans la LSE et qu'on ferait mieux de te renvoyer à Munich pour bosser dans un bureau ou faire un peu de nettoyage là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? » Un petit rire remplaça brièvement la grimace de douleur de Hans. « Je pense que c'est bien, sergent. » Boris Skipper termina sa cigarette. « Et comment que c'est bien? Tu as de la chance que je t'apprécie, Huberman. Tu as de la chance d'être un homme bien et pas avare de cigarettes. Dans la pièce voisine,
On était en train de préparer son plâtre. Et ma question, c'est comment vous sentirez-vous si vous étiez dans la même position que Hans dans ce chapitre? The bitter taste of questions. Just over a week after Liesel's birthday in mid-February, she and Rosa finally received a detailed letter from Hans Uberman. She ran inside from the mailbox and showed it to Mama. Rosa made her read it aloud, and they could not contain their excitement when Liesel read about his broken leg. She was stunned to the extent that she mouthed the next sentence only to herself. "What is it?" Rosa pushed. "Sandwich!" Liesel looked up from the letter and was close to shouting. The sergeant had been true to his word. "He's coming home, Mama! Papa is coming home!" They embraced in the kitchen, and the letter was crushed between their bodies. A broken leg was certainly something to celebrate. When Liesel took the news to next door, Barbara Steiner was ecstatic. She rubbed the girl's arms and called out to the rest of her family. In the kitchen, the household of Steiners seemed buoyed by the news that Hans Superman was returning home. Rudy smiled and laughed, and Liesel could see that he was at least trying. However, she could also sense the bitter taste of questions in his mouth. Why him? Why Hans Uberman and not Alex Steiner? He had a point. Have you ever been in a situation in which, like Rudy, you were happy for your friend but also envious of their good fortune? And our next chapter, and last one toolbox, one bleeder, one bear. Since his father's recruitment to the army the previous October, Rudy's anger had been growing nicely. The news of Hans Huberman's return was all he needed to take it a few steps further. He did not tell Liesel about it. There was no complaining that it wasn't fair. His decision was to act. He carried a metal case up Himmel Street at the typical thieving time of darkening afternoon. Rudy's toolbox. It was patchy red and the length of an oversized shoebox. It contains the following: rusty pocket knife, 1, small flashlight, 1, hammer, 2, 1 medium, 1 small, hand towel, 1, screwdriver, 3, varying in size, ski mask, 1, clean socks, 1, teddy bear, 1. Liesel saw him from the kitchen window, his purposeful steps and committed face exactly like the days that he'd gone to find his father. He gripped the handle with as much force as he could, and his movements were stiff with rage. The book thief dropped the towel she was holding and replaced it with a single thought. He's going stealing. She ran out to meet him. There was not even the semblance of her hello. Rudy simply continued walking and spoke through cold air in front of him. Close to Tommy Muller's apartment block, he said, "You know something, Liesel? I was thinking, you're not a thief at all." And he didn't give her a chance to reply. "That woman lets you in. She even leaves you cookies, for Christ's sake. I don't call that stealing. Stealing is what the army does, taking your father and mine." He kicked a stone and it clanged against a gate. He walked faster. All those rich Nazis up there on Grand Strasse, Gelstrasse, and Heidestrasse. Liesel could concentrate on nothing but keeping up. They'd already passed Fur Dellers and were well onto Munich Street. "Rudy, how does it feel anyway?" "How does what feel?" "When you take one of those books." At that moment, she chose to keep still. If he wanted an answer, he'd have to come back, and he did. "Well?" But again, it was Rudy who answered before Liesel could even open her mouth. "It feels good, doesn't it, to steal something back?" Liesel forced her attention to the toolbox, trying to slow him down. "What have you got in there?" He bent over and opened it up. Everything appeared to make sense, but the teddy bear. As they kept walking, Rudy explained the toolbox at length and what he would do with each item. For example, the hammers were for smashing windows, and the towel was to wrap them up to quell the sound. And the teddy bear? It belonged to Anna Marie Steiner and was no bigger than one of Liesel's books. The fur was shaggy and worn. The eyes and ears had been sewn back on repeatedly, but it was friendly looking nonetheless. "That," answered Rudy, "is a one masterstroke. That's if a kid walks in while I'm inside. I'll give it to them to calm them down." "And what do you plan to steal?"
He shrugged. Money, food, jewelry, whatever I can get my hands on. It sounded simple enough. It wasn't until 15 minutes later, when Liesl watched the sudden silence on his face, that she realized Rudy Steiner wasn't stealing anything. The commitment had disappeared, and although he still watched the imagined glory of stealing, she could see that now he was not believing it. He was trying to believe it, and that's never a good sign. His criminal greatness was unfurling before his eyes, and as the footsteps slowed and they watched the houses, Liesl's relief was pure and sad inside her. It was Gelbstrauss. On the whole, the houses sat dark and huge. Rudy took off his shoes and held them with his left hand. He held the toolkit with his right. Between the clouds there was a moon, perhaps a mile of light. What am I waiting for? He asked, but Liesl didn't reply. Again, Rudy opened his mouth, but without any words. He placed the toolbox on the ground and sat on it. His socks grew cold and wet. Lucky there is another pair in the toolbox, Liesl suggested, and she could see him trying not to laugh despite himself. Rudy moved across and faced the other way, and there was room for Liesl now as well. The book thief and her best friend sat back to back on a patchy red toolbox in the middle of the street. Each facing a different way, they remained for quite a while. When they stood up and went home, Rudy changed his socks and left the previous one on the road. A gift, he decided, to Gelbstrass. The spoken truth of Rudy Steiner. I guess I'm better at leaving things behind than stealing them. A few weeks later, the toolbox ended up being good for at least something. Rudy cleared it off screwdrivers and hammer and chose instead to store in it many of the Steiner's valuables for the next air raid. The only item that remained was a teddy bear. On March 9, Rudy exited the house with it when the sirens made their presence felt again in Molking. While the Steiners rushed down Hemmel Street, Michael Oldsapfel was knocking furiously at Rosa Obermann's door. When she and Liesl came out, he handed them his problem. "My mother," he said, and the plums of blood were still on his bandage. "She won't come out. She's sitting at the kitchen table." As the weeks had worn on, Frau Oldsapfel had not yet begun to recover. When Liesl came to read, the woman spent most of the time staring at the window. Her words were quiet, closed to motionless. All brutality and reprimand were wrested from her face. It was usually Michael who said goodbye to Liesl or gave her the coffee and thanked her. Now this? Rosa moved into action. She waddled swiftly through the gate and stood in the open doorway. "Oldsapfel!" There was nothing but sirens and Rosa. "Oldsapfel, get out here, you miserable old swine!" Tact had never been Rosa's Obermann's strong point. "If you don't come out, we're all going to die here on the street." She turned and viewed the helpless figures on the footpath. A siren had just finished wailing. What now? Michael shrugged, disoriented, perplexed. Liesl dropped her bag of books and faced him. She shouted at the commencement of the next siren, "Can I go in?" But she didn't wait for the answer. She ran the short distance of the path and shoved past Mama. Frau Oldsapfel was unmoved at the table. What do I say? Liesl thought. How do I get her to move? When the sirens took another breath, she heard Rosa calling out, "Just leave her, Liesl. We have to go. If she wants to die, that's her business." But then the sirens resumed. They reached down and tossed the voice away. Now it was only noise and girl and wiry woman. "Frau Oldsapfel, please." Much like our conversation with Ilsa Hermann on the day of the cookies, a multitude of words and sentences were at our fingertips. The difference was that today they were bombs. Today it was slightly more urgent. The options. "Frau Oldsapfel, we have to go. Frau Oldsapfel, we'll die if we stay here. You still have one son left. Everyone is waiting for you. The bomb will blow your head off. If you don't come, I'll stop coming to read to you, and that means you've lost your only friend." She went with the last sentence, calling the words directly through the sirens. Her hands were planted on the table. The woman looked up and made her decision. She didn't move. Liesl left. She withdrew herself from the table and rushed from the house. Rosa held open the gate and they started running to number 45. Michael Oldsapfel remained stranded on Hemmel Street.
Viens, implora Rosa, mais le soldat hésitait. Il allait rentrer dans la maison lorsque quelque chose lui fit faire demi-tour. Sa main mutilée, posée sur le portail, le retenait encore. D'un geste honteux, il la retira et les suivit. Tous trois se retournèrent à plusieurs reprises, mais Frau Holzapfel ne les suivait pas. La rue vide semblait très large. Les derniers échos des sirènes se turent quand ils pénétrèrent dans l'abri des Fiedler. « Pourquoi avez-vous été aussi long ?» demanda Rudy, qui tenait toujours sa boîte à outils. Liesel posa son sac plein de livres sur le sol et s'assit dessus. On essayait de persuader Frau Holzapfel de venir. Rudy regarda autour de lui. Où est-elle? Chez elle, dans sa cuisine. À l'autre bout de l'abri, Michel était recroquevillé dans un coin, tout frissonnant. « J'aurais dû rester, répétait-il. J'aurais dû rester, j'aurais dû rester. » Sa voix était à peine audible, mais son regard, plus éloquent que jamais, exprimait un violent désarroi. Il serrait sa main bandée et le pansement se teintait de sang. Rosa intervint. « Michel, voyons, ce n'est pas ta faute. » Mais le jeune homme avec 3 doigts en moins à la main droite était inconsolable. « Expliquez-moi, Rosa, car je ne comprends pas, dit-il en s'appuyant contre le mur. Comment se fait-il qu'elle soit prête à mourir et que moi, je m'accroche à la vie? » Le pansement était de plus en plus rouge. « Pourquoi ai-je envie de vivre alors que je ne devrais pas? » Il fut secoué de sanglots convulsifs. Rosa posa sa main sur son épaule et ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes sous le regard des autres occupants de l'abri. Il pleurait toujours lorsque la porte s'ouvrit et Frau Holzapfel entra. Michel leva les yeux. Rosa s'éloigna discrètement. Le fils et la mère étaient maintenant réunis. « Maman, pardonne-moi, j'aurais dû rester avec toi, » dit Michel. Frau Holzapfel n'écoutait pas. Elle s'assit auprès de son fils et prit sa main bandée. « Tu saignes à nouveau, » dit-elle. Puis, comme tout le monde, ils attendirent. Liesel fouilla dans son sac de livres. Le bombardement de Munich, 9 à 10 mars. Entre les bombes et la lecture, la nuit fut longue. La voleuse de livres avait la bouche sèche, mais elle lut quelques 54 pages. La plupart des enfants dormirent tout le temps et ils n'entendirent pas les sirènes marquant la fin de l'alerte. Les parents les réveillèrent ou les prirent dans leurs bras et tous regagnèrent le monde extérieur, plongé dans les ténèbres. Au loin, des incendies faisaient rage. Je venais d'aller chercher un peu plus de 100 âmes assassinées. J'étais en route vers Moltking pour prendre une autre. La rue Hummel était tranquille. Les sirènes se taisaient depuis plusieurs heures, juste pour parer à une nouvelle menace et permettre à la fumée de se dissiper. C'est Bettina Steiner qui remarqua les quelques flammes et la fumée au loin, près de l'ampère. La petite fille leva le doigt. « Regardez !» s'écria-t-elle. Rudy réagit le premier. Sans penser à lâcher sa boîte à outils, il sprinta dans la rue Hummel, puis prit quelques petites rues adjacentes et entra sous le couvert des arbres. Liesel le suivit après avoir confié ses livres à une Rosa peu coopérative, bientôt imitée par des groupes qui sortaient de l'abri situé sur le chemin. « Rudy, attends-moi !» Rien à faire, il continuait. Elle apercevait juste de temps en temps sa boîte à outils entre les arbres, tandis qu'il filait vers la lueur mourante et vers l'avion d'où sortait de la fumée. L'appareil était dans la clairière au bord de l'eau, là où le pilote avait tenté de le poser. Rudy s'arrêta à une vingtaine de mètres de la scène. Je découvris sa présence en arrivant moi-même sur les lieux. Il tentait de reprendre son souffle. Des branches d'arbres étaient éparpillées dans l'obscurité. Des brindilles et des aiguilles de pin jonchaient le sol autour de l'avion comme pour un bûcher. À gauche, 3 crevasses calcinées étaient ouvertes dans le sol. Le tic-tac du métal, en train de refroidir, marqua les minutes et les secondes pendant ce que sembla des heures à Rudy et à Liesel. Les gens se pressaient maintenant derrière eux, leur souffle et leurs paroles collant au dos de Liesel. « On va voir ?» demanda Rudy. Il s'avança parmi les arbres, encore debout, jusqu'à la carlingue de l'avion.
Elle était enfoncée dans le sol, les ailes détachées, le nez dans l'eau. Rudy en fit le tour, par l'arrière et par la droite. « Attention, il y a du verre partout, prévint-il. Le pare-brise a explosé. » Puis il découvrit le corps. Rudy Steiner n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi pâle. « N'approche pas les ailes. » Mais elle continua à avancer. Elle voyait le visage du pilote ennemi à demi inconscient sous le regard des grands arbres dans la rumeur de la rivière. L'avion eut encore quelques hoquets et la tête à l'intérieur bascula de gauche à droite. L'homme prononça une phrase incompréhensible. « Jésus Marie-Joseph, il est vivant, chuchota Rudy. La boîte à outils heurta la paroi de la carlingue et apporta avec elle d'autres bruits de voix et de piétinement. Le feu s'était éteint et la matinée était sombre et calme. Seule la fumée continuait à s'élever, mais elle n'allait pas tarder à s'épuiser, elle aussi. La rangée d'arbres faisait écran à la couleur de Munich en flammes. Rudy s'était maintenant habitué à l'obscurité et au visage du pilote. Les yeux de l'homme ressemblaient à des taches de café et il avait des entailles sur les joues et le menton. Son uniforme était en désordre sur son torse. Ignorant l'avertissement de Rudy, Liesl s'approcha encore et je vous promets qu'à ce moment précis, nous nous sommes reconnus. Je te reconnais, ai-je pensé. Il y avait un train et un petit garçon qui toussait. Il y avait de la neige et une fillette affolée. Tu as grandi, mais je te reconnais. Elle n'a pas reculé, n'a pas tenté de lutter avec moi, mais je sais qu'elle a eu l'intuition de ma présence. A-t-elle senti mon souffle? Pouvait-elle entendre mon maudit rythme cardiaque circulaire qui tourne en rond comme le criminel qu'il est dans ma poitrine mortelle? Je l'ignore, mais elle me connaissait. Elle m'a regardé en face sans détourner les yeux. Tandis que le ciel charbonneux commençait à s'éclaircir, nous avons avancé, elle et moi. Nous avons regardé Rudy fouiller dans sa boîte à outils parmi quelques photos encadrées et en retirer un petit jouet en peluche jaune. Avec précaution, il a escaladé la carlingue. Il a placé l'ours souriant sur l'épaule du pilote, l'oreille inclinée vers sa gorge. Le mourant l'a humé. Il a parlé. Il a dit « merci » en anglais. Quand il a ouvert la bouche, ses entailles se sont ouvertes et une petite goutte de sang a roulé le long de son cou. « Comment ?» a demandé Rudy. « Was hast du gesagt ?» Qu'est-ce que vous avez dit? Il n'a pas obtenu de réponse. J'ai été plus rapide. L'heure était venue et j'étais en train d'introduire mes mains dans le cockpit. J'ai lentement extrait l'âme du pilote de son uniforme en désordre et je l'ai extirpé de l'avion fracassé. En jouant des coudes, j'ai fendu la foule qui se taisait. Au-dessus de ma tête, il y eut une éclipse dans le ciel, juste un dernier instant de ténèbres, et je jure avoir vu une signature noire en forme de croix gammée qui traînait là-haut. Heil Hitler, ai-je dit, mais j'étais déjà loin parmi les arbres. Derrière moi, un ours en peluche était posé sur l'épaule d'un cadavre. Il y avait une bougie jaune citron sous les branches. L'âme du pilote était dans mes bras. Je dois reconnaître que durant la période où Hitler fut au pouvoir, aucun être humain ne put servir le Führer aussi loyalement que moi. Il y a une différence entre le cœur d'un humain et le mien. Le cœur humain est une ligne, tandis que le mien est un cercle, et j'ai la capacité infinie de me trouver au bon moment, au bon endroit. En conséquence, je trouve toujours des humains au meilleur et au pire d'eux-mêmes. Je vois leur beauté et leur laideur, et je me demande comment une même chose peut réunir l'une et l'autre. Reste que je les envie sur un point. Les humains ont au moins l'intelligence de mourir. So my question for this chapter is, why would Frau Old Apfel not move when the sirens announce the air red? Et la mienne, c'est pourquoi est-ce que Rudy a donné l'ours en peluche au pilote? And this is the end of week 27. We'll see you next week for week 28 and the beginning of part 10.
Merci, c'est la fin de notre 27e semaine. On vous verra la semaine prochaine pour la fin du partie 9 et le commencement du 10e et finale partie du livre. Merci.